votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à cette émission qui nous présente un tout petit peu l'information vraie qui mine le continent africain. Sans oublier quand même que nous avons un œil de regard sur ce qui se passe à l'étranger, c'est-à-dire en Occident ou encore de l'autre côté dans le pays de l'oncle Sam, parce que c'est les politiques qui influencent aussi l'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous irons aux USA, nous irons au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, au Tchad, au Congo, en RDC, en République démocratique du Congo, ainsi qu'au Libéria. Ce pays dont on ne parle pas souvent et qui est en Afrique de l'Ouest, même si c'est un pays d'expression anglaise. Restez des nôtres. Tout en vous remerciant de prendre votre temps pour regarder ce programme hebdomadaire qui vous est offert avec toute la collégialité et surtout toute l'envie de vous présenter une information vraie de toute l'équipe de CNN. Je vous remercie d'être des nôtres. Je suis Constieka. C'est une actualité qui va influencer le monde, raison pour laquelle nous faisons une entorse à ce programme totalement et typiquement africain. Nous en voulons pour les États-Unis. L'Amérique a désormais son 47e président. Il s'agit de Donald Trump, qui a déjoué tous les pronostics, clouant ici au pilori tous les organismes de sondage, comme pour dire que la politique virtuelle ne fera jamais le poids devant la politique qui convainc son peuple par des actes et le reflet de ces actes. Penser et offrir le bonheur à son peuple au-delà des discours et des débats. Être sur le terrain, refléter ce terrain à travers les médias. Et non occuper l'espace par des discours. Donald Trump, 47e président des États-Unis, historique. Il fut déjà le 45e président des États-Unis. À l'opposé, nous avons Kamala Harris qui a accepté sa défaite et surtout remonté un tout petit peu des bretelles pour les sachants au nouveau président élu en disant qu'ils feront une transition du pouvoir dans la pure tradition de la démocratie. Pas de simple message écrit comme pour rappeler à Donald Trump son comportement par le passé. Pas d'envahissement du Capitole. Le respect de la démocratie, surtout d'un pays d'une superbe puissance qui se dit être la première démocratie au monde. Nous quittons les États-Unis pour marquer encore ce 6 novembre par le Cameroun. Je vous reviens juste après la réclame. Au Cameroun, le 6 novembre a été marqué aussi par les 42 ans au pouvoir du doyen des chefs d'État, à savoir le président Paul Biya du haut de ses 91 ans. Le président Paul Biya au pouvoir depuis 1982. 42 ans de pouvoir, le 6 novembre dernier, 2024 pour le préciser. Lors de la récente visite du président Emmanuel Macron à Yaoundé, à une conférence de presse, le président Paul Biya répondait à la question d'une consoeur française sur son avenir politique, à savoir s'il se présentera en 2025 à l'élection présidentielle dans son pays ou alors s'il ne fera pas une passe d'armes, à savoir trouver un plus jeune candidat dans le parti qu'il préside, à savoir le RDPC. Regardez avec stratégie, c'est une école pour la jeunesse africaine. Regardez ce qu'a dit le président Paul Biya. Flashback. Question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Je vous remercie, madame. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste
à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Voilà ce que, quand on dit, prenons-les comme des œufs, gardons simplement nos aînés pour puiser de leur savoir. Stratège en politique a un nom, Paul Biya. Je vous retrouve juste après la réclame. Voilà, quand un patriarche répond, mais pratiquement en ballottage, prend à contre-pied la presse internationale. Voilà ce que ça donne. Nous allons en Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, nous allons surtout parler de cette audience de l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a reçu le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire et la délégation qui l'accompagnait. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévité Divronan, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. L'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, a accordé une audience à la présidente de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire et sa suite. La présentation des missions et des perspectives de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire au profit des couches vulnérables était le point à l'ordre du jour. En particulier, la célébration des 65 ans du barreau et la mise en place du centre d'assistance pour les violences domestiques en Côte d'Ivoire. Nous avons, comme vous le savez déjà, de nombreux projets pour rapprocher les justiciables de la justice et nous avons exposé ces différents projets à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Nous lui avons marqué également la disponibilité des avocats de Côte d'Ivoire d'apporter notre connaissance et notre expertise tant qu'il en aura besoin. À la suite des échanges, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, s'est engagé à soutenir l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire dans la promotion de l'accès au droit et à la justice pour tous les citoyens. Je voudrais, en tout cas pour ma part, vous assurer de la disponibilité de l'institution, mais de ma disponibilité personnelle. Avec 559 avocats et 18 membres issus de son conseil, l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a envisagé de renforcer ses liens avec les institutions ivoiriennes. Quittons la Côte d'Ivoire encore pour le Cameroun, le pays présidé par son Excellence Paul Biya, qui, le 6 novembre 2024, a pratiquement fêté ses 42 ans au pouvoir. Un atelier de renforcement des capacités des femmes entrepreneurs du Cameroun, présidé par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, en présence du gouverneur de la région du Littoral, M. Dieudonné Samuel Ivara Diboa. Reportage Stéphane Négou, Séverin Tchatsoua, Joël Chouagozo et Eric Bikek. Du 30 octobre au 1er novembre 2024 se tiennent les rencontres de renforcement des capacités de 100 femmes entrepreneurs dans le cadre de l'initiative et de l'entrepreneuriat féminin. Cet atelier présidé par Marie-Thérèse Abenant-Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, en présence de Samuel Dieudonné Ivara Diboa, gouverneur de la région du Littoral, du 2e adjoint préfectoral du Vouri, de Madame la déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille, de Madame la directrice de la promotion économique de la femme, ainsi que de plusieurs femmes entrepreneurs. Ces rencontres se dérouleront sur 2 jours, avec pour objectif de renforcer les capacités des femmes entrepreneurs sur les thématiques pertinentes liées au leadership entrepreneurial, des opportunités de la ZLECAf, des procédures de formalisation des entreprises, des procédures d'obtention des titres fonciers et de faciliter le partage afin de lutter contre les obstacles que rencontrent les femmes entrepreneurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Le mindset est un élément très important dans la vie entrepreneuriale. On commence au départ, on n'est pas formé, on n'a pas des outils et face aux difficultés, on a l'impression de vouloir abandonner. Mais quand on avance et qu'on se retrouve dans les réseaux où on a des renforcements des capacités, des coachings, des mentorings, on essaye d'apprendre des autres et on réalise qu'en fait, ce qui vous arrive, c'est ce qui arrive aussi aux autres. Et que si les autres ont réussi à surmonter, ça veut dire que les autres ont eu des techniques d'approche. Il est également question de créer un cadre de dialogue, de réseautage et de réflexion pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. À l'issue de cette formation,
j'ai appris et je compte vraiment sur le MINPROF. J'ai la foi que ça va aller avec les expériences que les unes et les autres ont commencé à partager. Ça me donne un plus, puisque moi-même j'étais dans le point de pouvoir me décourager. Mais comme mes premières sœurs ont commencé à expliquer leur parcours, je ferai le meilleur de moi-même. Le but aussi est de promouvoir un cadre propice à l'import-substitution. L'entrepreneuriat qui a aussi bonne mentalité aussi, mais Corée aussi auparavant c'était très pauvre. À travers ces meilleures de mentalité d'entrepreneuriat, maintenant l'économie de Corée, tout est changé aussi. Pour ça, auparavant, Corée aussi était dans le deuxième pays pauvre mondial. Aujourd'hui, il y a aussi leader entrepreneurial de Hyundai, Samsung, LG, parce qu'ils sont devenus l'entrepreneuriat international. Aujourd'hui, Corée, ça crée des changements d'économie. Nous sommes arrivés de 10e pays développé l'économie aussi. Mais l'entrepreneuriat est avant tout un changement de mentalité, comme l'expérimente la Corée du Sud. Tout en remerciant tous les téléspectateurs qui ont eu l'amabilité de nous encourager, et surtout du côté de Chicago et de l'Algérie, Alger, qui ont tout simplement encouragé toute l'équipe de CNN pour ce programme Consti et Carl Week News. Nous quitterons le Cameroun pour le Togo. Au Togo, tout en rappelant comme ça à nombreux internautes et surtout aux téléspectateurs qui, de par le monde, souvent certains ne connaissent même pas nos pays d'Afrique. Il faudrait toujours le rappeler. Le Togo est un pays présidé par le président Faure Issou-Singbe. Et au Togo, les choses se font toujours à un rythme enviable pour le bonheur du peuple togolais. Le Fonds monétaire international, en sigle FMI, réaffirme sa disponibilité à accompagner le Togo. Comme nous l'affirment ici les images commentées par Charlotte Abdoulaye avec le concours de Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Issou-Singbe, s'est entretenu avec le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international en mission au Togo. Monsieur Abebe Emro Selassie a évoqué avec le chef de l'État les sujets relatifs aux défis de développement du Togo. Il a réitéré l'engagement du Fonds monétaire international à soutenir la politique de développement du Togo. J'ai eu une discussion avec le président de la République sur les défis auxquels le Togo fait face, ainsi que les autres pays de l'UEMOA. Le Fonds monétaire international est toujours disponible pour aider le Togo et les autres pays de la sous-région, a précisé M. Abebe Emro Selassie, directeur du département Afrique du FMI. Il est à noter que le Fonds monétaire international et le Togo sont parvenus le 8 octobre 2024 à Lomé à un accord sur les politiques et réformes économiques nécessaires à la conclusion de la première revue du programme de 42 mois appuyé par la facilité élargie de crédit, environ 390 millions de dollars. Cet accord, une fois approuvé par le conseil d'administration du FMI, permettra au Togo de bénéficier d'un nouveau décaissement d'environ 58,7 millions de dollars, soit près de 35 milliards 435 millions de francs CFA pour la mise en œuvre des projets de développement. Bonjour, comme ça au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et quand on parle de son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, tout de suite on sait que nous allons au Gabon, ce petit pays d'Afrique, Afrique équatoriale, pour ne pas dire Afrique centrale. Et je demande un tout petit peu à Marcel Bassolé de nous présenter en full écran ce beau pays. Regardez les références du Gabon. Regardez un tout petit peu ce pays qui donne envie et qui doit donner envie à tous qui sont du côté de l'Europe et qui veulent prendre des vacances en Afrique. Et sachez que tout pays africain aujourd'hui a un potentiel énorme, a des atouts économiques, touristiques et je dirais même des atouts aujourd'hui qui permettent de vivre ici, sur notre continent. Au Gabon, le pays du président Brice Clotaire Oligui Nguema est pratiquement en émergence. Les enjeux et défis au Gabon sont surtout la régulation du secteur de l'eau et de l'énergie. Et nous en font écho toute l'équipe, surtout celle pilotée par Teddy Ossé du côté du Gabon, avec le concours de Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Éric Bikek et Marcel Bassolé.
Les régulateurs de la sous-région du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique vont discuter pendant 5 jours à Libreville sur les enjeux et les défis de la régulation en Afrique. Une plateforme qui servira à établir les fondements de la création d'une association des régulateurs d'Afrique centrale afin de fédérer les meilleures méthodes. Cette semaine nous permettra d'échanger sur le cadre sectoriel, d'imaginer comment répondre aux challenges du transport et de la distribution, tant en électricité qu'en eau, et de mesurer l'intérêt de la régulation pour les États. Le ministère gabonais de la réforme des institutions est en train de rédiger un cadre normatif pour l'agence de régulation de l'eau potable et de l'énergie électrique dans le but de normaliser le secteur. Si nos États respectifs mettent à disposition des cadres d'exercice de cette nature, c'est afin d'améliorer la qualité de service à nos compatriotes qui doivent payer le juste prix par rapport à la qualité du service reçu par les opérateurs du secteur eau en particulier. Placé sous la très haute autorité du président de la transition gabonaise, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, empêché, le vice-président de la transition, M. Joseph Owondol Ber, il a souligné l'importance d'avoir accès à l'eau potable et à l'électricité. L'eau est, en effet, non seulement essentielle à la vie humaine, mais encore à l'agriculture, l'industrie et la production d'énergie. Sans elle, la santé publique est compromise, les cultures ne peuvent prospérer, encore moins les industries fonctionner. L'électricité, pour ceux qui la concernent, tonifie nos maisons, nos écoles, nos hôpitaux et nos entreprises, où elle assure le chauffage. En plus de renforcer les capacités entre les régulateurs du secteur de l'eau et de l'électricité en Afrique, il est essentiel que les délégués des pays représentés veillent scrupuleusement à l'implémentation du rapport complet des travaux dans leur pays d'origine. Nous allons quitter le Gabon, ce petit pays d'Afrique centrale, petit de par sa population surtout, mais avec des atouts énormes. Mais avant de quitter le Gabon, plus besoin de vous dire simplement qu'au Gabon, sur 80 hectares, est bâtie une université qui fait pâlir de jalousie toutes les grandes universités mondiales. Là-bas, le savoir se fait, mais un savoir beaucoup plus pointu, c'est-à-dire les étudiants qui sortent de l'Université internationale de Libreville sont aptes tout de suite à porter leur savoir dans le marché international. C'est pour ça que la formation est surtout en prime dans cette université qui est notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous quittons le Gabon pour un pays dont l'emblème est l'éléphant. Si vous savez de quel pays s'agit-il, à vous de répondre. Non. Alors je vous accompagne un tout petit peu. Dans ce pays, un homme, un économiste, un brillant politicien qui a pratiquement retourné le pays positivement après des événements douloureux qui datent pratiquement aujourd'hui de plus d'une décennie. Cet homme n'est autre que le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est dans ce pays que nous allons à l'instant. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré Mambé, a pris part au colloque scientifique sur l'économie sociale et solidaire qui s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Edi Vonon, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé, Séverin Tchatchoua. La véritable source de changement en Afrique était l'économie sociale et solidaire. C'est cette perspective que les organisateurs du colloque scientifique qui se déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aspirent à adopter. Toutes les communautés de la sous-région, toutes les communautés africaines se rejoignent et ensemble, main dans la main, nous travaillons à faire évoluer la croissance économique en respectant des valeurs de solidarité. À la différence de l'économie traditionnelle qui accorde une priorité au profit, l'économie sociale met l'accent sur les individus, la solidarité et le respect de leur environnement au centre de l'activité économique. L'économie sociale solidaire incarne un modèle économique alternatif qui place l'humain et le bien-être collectif au centre des préoccupations. En agissant localement, avec les collectivités territoriales et les communautés de base, notre action devient plus facilement mesurable en termes d'impact. L'implication des spécialistes, des chercheurs et des praticiens, ainsi que les représentants des institutions publiques et privées, témoignent de l'engagement de tous à défendre l'économie sociale comme une solution aux défis sociaux, économiques et environnementaux de l'Afrique. Nous vivons une époque marquée par des défis sans précédent, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques ou technologiques. Face à ces enjeux complexes, il est impératif de rassembler des esprits brillants et diversifiés pour réfléchir ensemble, partager des idées et proposer des solutions innovantes. Le colloque s'inscrit dans la continuité des initiatives du gouvernement en matière de planification des actions pour le développement durable et inclusif. Je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à faire davantage d'efforts conformément aux instructions du président de la République. C'est le sens de l'accélération des programmes de développement des infrastructures économiques et sociales sur toute l'étendue du territoire, de l'accroissement des investissements dans l'éducation et le développement des compétences, ainsi que le renforcement des mesures de protection sociale, en particulier la couverture maladie universelle, qui nous donne aujourd'hui plus de la moitié de la population inscrite à ce programme. Ce colloque scientifique qui marque le lancement des activités de Africa Perspectives Institute sera animé par plusieurs panels et tables rondes. Après la Côte d'Ivoire, nous allons faire un tour dans un pays où la tranquillité a été un tout petit peu troublée. Et là, le chef de l'État a décidé de mettre sa grande droite de côté, d'enfiler sa tenue militaire. A décidé comme ça de repousser, avec lui-même en tête de file, le Boko Haram, qui est ce groupe terroriste qui sévit un tout petit peu en Afrique. Nous allons au Tchad. Le Tchad, ce pays présidé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Et là, nous allons parler des événements qui s'y déroulent. La lutte contre le Boko Haram jusqu'à leur dernier retranchement, comme l'a promis le président Mahamat Idriss Déby Itno, a vu le débarquement des troupes tchadiennes et la poursuite des frappes aériennes de l'armée tchadienne. Reportage Séverin Tchatchoua, Jean-Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Le crépuscule approche, le chef suprême des armées du Tchad, le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, vient de mettre fin à une réunion de guerre avec les différents chefs militaires en opération au lac Tchad qui a duré plusieurs heures. La volonté de faire face à Boko Haram est devenue une obsession pour le chef de l'État tchadien. 2 heures plus tard, vers 6h15, le revoilà au centre de commandement de proximité pour l'ultime réunion de guerre et le chef suprême des armées a présenté son plan de guerre à l'aide d'une carte de la zone. Debout, tenant le bâton de commandement, il révèle en grand état d'esprit au chef militaire son plan de prise en tenaille de l'ennemi. Le chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, instruit et oriente les forces dédiées à la lutte antiterroriste qui sont directement héliportées sur la zone, les routes étant submergées par les eaux de la crue montante. Pendant ce temps, les avions de chasse de l'armée de l'air du Tchad ne laissent aucun répit aux terroristes de Boko Haram qui, dans les sauve-qui-peut, migrent désespérément de cachette en cachette. Tous les refuges localisés ont systématiquement été pilonnés, les obligeant ainsi à errer dans la forêt. Une chose est certaine, ce nomadisme lacustre des terroristes de Boko Haram est éphémère. Ce n'est qu'une question de jours. Qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige, les forces de défense de la République du Tchad sortiront victorieuses de cette guerre asymétrique qui lui est imposée.
Après le Tchad, nous allons dans le pays qui se distingue beaucoup de par sa musique, mais qui a des atouts énormes et qui aussi a décidé comme ça de mettre fin aux querelles fraternelles, je dirais, parce que toute l'Afrique, nous avons pour coutume en Afrique de nous appeler frères. C'est une particularité africaine. Donc nous allons en RDC, le pays présidé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et du côté de la RDC, sous l'impulsion du président de la République, on parle beaucoup de paix. Le ministre des Relations extérieures de la République du Congo démocratique, en sigle RDC, a rencontré son homologue du Rwanda en Goma. Reportage Gérard Richard, Gozo Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Pendant quelques heures, le poste frontière de la Corniche qui sépare la ville congolaise de Goma de celle rwandaise de Gisenyi a été fermé au public pour une rencontre sous haute sécurité tenue secrète jusqu'à la veille. La barrière s'ouvre, le véhicule transportant à son bord M. Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et son équipe franchissent le poste frontière de la Corniche. Une poignée de main franche avec un haut gradé de l'armée congolaise, suivi d'un échange très court avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Mme Thérèse Kayikwamba. Les relations entre les deux pays sont extrêmement tendues. La progression des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, continue dans l'est de la RDC, sous l'égide des Nations Unies et de l'Angola. Les deux ministres des Affaires étrangères ont néanmoins accepter cette réunion dont l'objectif est de créer ensemble un système de la surveillance de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, c'était le jour pour le lancement de ce mécanisme ad hoc renforcé qui a été présenté avec 18 officiers angolais, 3 officiers de liaison congolais et 3 officiers de liaison rwandais. Et donc nous sommes ici pour la paix, pour qu'il y ait un mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui a été convenu le 4 août et qui doit être respecté. Mais sur le terrain, les combats ne cessent pas, la guerre bat son plein. Les rebelles du M23 ont pris dimanche dernier le contrôle de Kamandé-Jite au nord du Kivu avant de se retirer 2 jours plus tard. Une situation et un discours contradictoires qui dépassent les représentants de la société civile congolaise. Il faut noter que c'est toujours les mêmes discours que nous avons toujours entendus. On n'a pas vraiment entendu ce que nous pensions entendre. C'est surtout l'arrêt de la guerre, c'est surtout le retrait de RDF sur le sol congolais. Du côté congolais, il n'a pas été fait de déclaration à la presse. La prochaine session de négociation est prévue le 16 novembre prochain à Luanda, en Angola. Les deux pays devraient échanger sur le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Après Ngoma, retour au Cameroun, nous allons parler de nourriture, à savoir un festival sur le manioc. Le manioc baptisé Cassava. Quand on dit Cassava, ça rappelle un tout petit peu ce groupe musical légendaire antillais, Cassave. Cassave aux Antilles, c'est un gâteau de manioc. Et Cassava, c'est le manioc. Premier festival au Cameroun. Le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Adiboa, a présidé le premier festival All Cassava dans la ville de Douala. Reportage équipe CNN Cameroun, Stéphane Degou, Gérard Richard, Gozo Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. La cérémonie de lancement officielle de la première édition du Festival international du manioc s'est déroulée ce 4 novembre 2024 au service du gouverneur du littoral, présidé par Samuel Dieudonné Iva Adiboa, en présence du président du conseil régional, Polycarpe Barlon, du représentant du Minader, du Minerex et du maire de la ville de Douala, le docteur Roger Bassadiné. L'événement baptisé All Cassava, prévu du 11 au 16 novembre 2024 à la maison du parti de Bonadjo, est porteur d'espoir pour la création d'un monde rural résolument engagé dans le processus de développement durable. Pour le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboa, le festival All Cassava est une réponse de l'ONG FADEC pour la politique d'import substitution nationale. Le Cameroun est engagé dans une démarche de décentralisation, démarche au bout de laquelle toute localité devra avoir une autonomie générale, y compris l'autosuffisance alimentaire. Voilà l'initiative du FADEC, créer une plateforme dans laquelle toutes ces parties prenantes vont cohabiter. À mon sens, nous n'exploitons pas suffisamment nos potentialités dans ce secteur. J'observe en effet
que nous importons chaque année des contingents non négligeables d'amidon, alors que nous disposons de vastes espaces propres aux cultures du manioc. En effet, l'amidon issu du manioc est très utilisé dans l'industrie brassicole et l'industrie pharmaceutique. Placé sous le thème lutte contre l'insécurité alimentaire par la promotion de la culture du manioc et la valorisation de son potentiel économique, le Festival international de la célébration du manioc et ses dérivés est une belle histoire d'amour, nourrie et portée par un groupe de jeunes venus de divers horizons, autour de sa promotrice Yvette Doumé, épouse Barlon, présidente de l'ONG FADEC. Le manioc est ancré dans notre culture. Depuis la nuit des temps, nous consommons le manioc, nous nous soignons avec le manioc et nous transformons aussi le manioc pour l'amidon. Or, il s'avère que cet amidon est très important et il vaut de l'or. Alors, nous avons décidé de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur manioc afin qu'ils sachent que oui, le manioc a un potentiel économique énorme. Et nous sensibilisons aussi les jeunes pour qu'ils sachent que l'avenir est dans l'agriculture. Nous sensibilisons les artisans agro-pastorales pour que les uns et les autres puissent les aider à réduire la pénibilité de leur travail et qu'elles puissent s'en sortir à travers la transformation du manioc. À travers cette première édition, le Festival international du manioc se veut être une plateforme d'échange, de partage, de réflexion et de promotion de la culture du manioc. Une première édition placée sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, et parrainée par le ministre de l'Agriculture et du Développement durable. Comme vous le savez, c'est devenu récurrent dans ce programme hebdomadaire de vous présenter nos pays, parce qu'il faudrait qu'on sache exactement quels sont les atouts, les avantages et tout ce que regorgent nos pays. Parce que si l'histoire de nos pays, nous ne la racontons pas nous-mêmes, on laissera les autres la raconter pour nous et ce sera toujours travesti. Et dans ce cas d'espèce, nous avons décidé de parler du Libéria. Vous verrez les atouts, les avantages, les ressources et tout ce qui peut donner envie d'investir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Reportage Constant Ika, Marcel Bassolé. Le Libéria est un pays d'Afrique de l'Ouest bordé au sud-sud-est et à l'ouest-sud-ouest par l'océan Atlantique, au nord-ouest par la Sierra Leone, au nord par la Guinée et à l'est par la Côte d'Ivoire. Marqué par 13 années de guerre civile entre 1990 et 2003, le Libéria est aujourd'hui un pays modèle de stabilité démocratique pour la région et le continent. En 2003, Madame Ellen Johnson Sirleaf a été la première femme élue présidente d'un pays africain. Après 2 mandats successifs, les élections ont porté en 2017 l'ancienne star du football et enfant du pays, George Manneh Weah, à la présidence de la République du Libéria. Premier natif, c'est-à-dire un non-descendant d'esclaves américains, a franchi à y accéder. Cette alternance, puis le départ de la mission des Nations Unies pour le Libéria, en sigle MINUL, le 30 mars 2018, ont confirmé la stabilité du pays. Le pays a récemment connu une nouvelle alternance sereine. Les élections générales de l'automne 2023 ont été organisées dans un climat apaisé. Avec 54,64% des voix au second tour, l'opposant Joseph Boakai a remporté l'élection présidentielle avec son coélistier Jeremiah Kung. En reconnaissant publiquement sa défaite, avant même l'annonce des résultats officiels, l'ex-président George Manneh Weah a contribué à un transfert de pouvoir pacifique et démocratique, largement salué par l'ensemble des observateurs et de la communauté internationale. Le président de la République du Libéria, son Excellence Joseph Boakai, dont l'investiture a eu lieu le 22 janvier 2024, entend mettre en œuvre son programme intitulé en sigle ARREST. Entendez par là agriculture, route, état de droit, éducation, assainissement, santé et tourisme. Une politique qui est presque une copie conforme de celle de son voisin, dont certaines mauvaises langues ont heureusement cessé de dire que l'on ne mange pas le goudron, tellement c'était d'un ridicule, alors que tout développement passe par les routes d'abord. Suivez mon regard, vous comprendrez qui est ce voisin situé
à l'est du Libéria, de par son activité devenue une école en Afrique. La composition du nouveau gouvernement du Libéria a été finalisée le 22 mars 2024. À l'instar de ses prédécesseurs, le président, son excellent Joseph Boakai, semble avoir établi les liens étroits avec ses voisins afin de favoriser l'intégration régionale. Il cherche également à diversifier ses partenaires économiques et stratégiques. Les États-Unis d'Amérique demeurent toutefois le premier partenaire du Libéria. Monrovia, la capitale, a jusqu'ici affiché une fermeté contre les juntes maliennes, burkinabées et nigériennes, ménageant en revanche son grand voisin guinéen. Sur le plan économique, après plusieurs années de récession due aux crises sanitaires successives, à savoir l'Ebola puis la Covid-19, le Libéria renoue avec la croissance. La croissance du PIB réel est estimée à 4,6% en 2023 par le Fonds monétaire international, en sigle FMI, et devrait accéder à 5,3% en 2024, grâce principalement au dynamisme de l'exploitation minière et des services. Le pays connaît ces dernières années une relative stabilité macroéconomique, en lien avec la mise en œuvre du programme avec le Fonds monétaire international, en sigle FMI. Le pays se maintient toutefois dans une situation socio-économique et humanitaire précaire. Le Libéria se classe au 177e rang mondial sur les 193 pays du classement 2022 de l'indice de développement humain, en sigle IDH. L'espérance de vie à la naissance est estimée à 61 ans et le PIB par habitant à 808 $ américains en 2023. Le Libéria est un pays d'Afrique occidentale, pour faire plus simple, d'Afrique de l'Ouest. L'anglais est de facto la langue officielle. On parle aussi plusieurs langues provenant des différentes familles. La population est de confession chrétienne et musulmane. C'est un pays très pluvieux, au climat subéquatorial. Le Libéria s'étend sur le versant méridional de la dorsale guinéenne. Plaine côtière et moyenne collines, au plateau disséqué et régions montagneuses jusqu'au mont Nimba. La forêt équatoriale occupe les vastes espaces vides de l'intérieur. La population du Libéria est composée de deux souches d'origine et d'importance très différentes. D'une part, les descendants des immigrés afro-américains arrivés au début du 19e siècle, d'autre part les ethnies autochtones. Mais les bouleversements survenus après 1980 ont provoqué un relatif brassage de la population, en même temps qu'une forte émigration vers les pays voisins. Les libéraux américains, à moins de 5% de la population totale, sont concentrés dans les villes et sur la côte, constituaient la classe possédante et dirigeante. Les autochtones se repartissent quant à eux en trois groupes, à savoir en premier lieu les Crows, parmi lesquels les Bassa, peuple de marins, numériquement le plus important, dispersés dans l'est du pays et sur la côte. Ensuite, les Mandés, subdivisés en Mandés-Fous, comprenant au sud les Vaïs, et en Mandés-Tang, englobant au nord l'importante ethnie des Pélés. Enfin, le groupe atlantique occidental qui compte des Gola et des Kissi. L'agriculture vivrière a regressé, en particulier la production du riz, tombée de 228 000 tonnes en 1985 à 110 000 tonnes en 1991. L'agriculture commerciale, à savoir le café, le cacao, le palmier à huile et l'EVA, pratiquée par les paysans locaux à côté des grandes plantations industrielles comme celle de la Firestone, firme américaine créée en 1926 et qui cultivait l'EVA sur des milliers d'hectares, a également décliné. L'exploitation des ressources minières, à savoir le fer, le diamant et l'or, qui procuraient l'essentiel du revenu national, près de 57% des exportations en 1987, a périclité. La production de minerais de fer est passée de 8 millions de tonnes en 1988 à 2,5 millions en 1990. En 1992, la production de diamants de joaillerie, soit 60 000 carats, et de diamants industriels, 90 000 carats, ne représentait plus que 2% des exportations. La production d'or est, quant à elle, tombée de 700 kg en 1989 à 600 kg en 1991. Aujourd'hui, malgré une situation intérieure encore préoccupante, certains indicateurs économiques se sont redressés. Ainsi, en 1999, la production d'or a atteint 1000 kg. Celle du riz est remontée à 210 millions de tonnes en 2000. La devise utilisée au Libéria est le dollar libérien quant à sa population et se chiffre à 5 418 000 habitants selon les indices de la Banque mondiale 2023. Sa superficie est de 111 370
km² et sa capitale est Monrovia, et le président de la République du Libéria est son Excellence, M. Joseph Boakai. Et oui, voici ce que c'est que le Libéria. Un pays à quelques enclavures simplement de la Côte d'Ivoire, pratiquement frontalier. C'est un pays frère, même si dans ce pays on parle anglais et en Côte d'Ivoire on parle français. C'est comme ça, c'est les effets de la colonisation. Nous allons en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, avec un gouvernement aguerri à la chose politique et qui fait le bonheur des Ivoiriens. Avec à sa tête le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, la Côte d'Ivoire. Dans ce pays pratiquement mastodonte et tête de file des pays de l'Afrique de l'Ouest, se déroulait le Salon international de l'audiovisuel, en sigle SICA. Ce salon s'est tenu à Abidjan avec plus de 250 acteurs de contenu audiovisuel, véritable plaque tournante désormais de l'audiovisuel en Afrique francophone. Plus d'une vingtaine de pays à Abidjan pour 2 jours de pur échange du 5 au 7 novembre dernier. Le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, a marqué de sa présence l'ouverture de ce SICA 2024 avec une forte présence des membres du gouvernement, parmi lesquels notre ministre de tutelle, M. Amadou Koulibaly, le ministre de la promotion de la jeunesse, le très brillant et charismatique Touré Mamadou, ainsi que d'autres ministres autour du Premier ministre pour marquer de leur présence et surtout dire et affirmer l'importance de ce salon sur l'audiovisuel. Depuis le Palais des Congrès de l'Hôtel-Ivoire, l'équipe de reportage de CNN conduite par Ousmane Koulibaly, Lévite Eddy Vonan et Marcel Bassolé. Le deuxième salon international de contenu audiovisuel, également connu sous le nom de SICA 2024, se déroule à Abidjan et rassemble des réalisateurs, des maisons de production, ainsi que des chaînes de télévision. L'offre est intéressante, que ce soit des séries télévisées, des films institutionnels ou des doublages de films. Nous avons aujourd'hui l'IA et tout ça qui arrive. C'est un gros marché qu'on doit pouvoir maintenir ici chez nous. Le financement est essentiel pour toute production audiovisuelle, qu'elle soit diffusée sur le petit écran ou sur le grand écran. Le SICA 2024 souhaite apporter des solutions à ce problème et faire de la Côte d'Ivoire le centre de l'audiovisuel africain. L'innovation et la diversité ne peuvent prospérer sans un financement adéquat. Il nous faut renforcer notre engagement à soutenir les créateurs et les producteurs en leur donnant accès aux ressources nécessaires pour réaliser leurs projets. Nous devons encourager la collaboration publique-privée et explorer de nouveaux modèles de financement pour que chaque voix puisse être entendue et que chaque récit offert à l'humanité dans un partage altruiste soit perçu comme une contribution de l'Afrique pour rendre le monde meilleur. Il y a un immense potentiel d'employabilité dans le domaine de l'audiovisuel en Afrique, en particulier grâce aux outils numériques. Comme l'atteste le rapport 2021 de l'UNESCO, le secteur de l'audiovisuel emploie environ 5 millions de personnes en Afrique et contribue à hauteur de 5 milliards de dollars au PIB du continent africain. Il pourrait potentiellement créer 20 millions d'emplois et ajouter 20 milliards de dollars au PIB africain si son exploitation est judicieusement conduite. Le gouvernement s'est engagé à aller plus loin dans le développement du secteur de l'audiovisuel, en capitalisant sur notre ouverture et l'attractivité dont bénéficie notre pays ces dernières années. L'Afrique du Sud, l'Ouganda, la France, les États-Unis et le Canada sont parmi les pays participants au SICA 2024 qui mettent en avant l'histoire de l'Africain. Après Abidjan, la Côte d'Ivoire, tout en souhaitant simplement le bonheur à toutes nos collègues de la presse africaine,
des médias africains pour plus de contenu, afin d'apporter satisfaction à toutes nos populations, à tous les téléspectateurs. Nous allons nous rendre du côté du Congo, le Congo-Brazzaville, le pays du président Denis Sassou Nguesso. Le Congo et la Côte d'Ivoire font route commune dans un forum économique. La deuxième édition 2024, lancée à Brazzaville par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire, M. Adjoubani Kobenan-Kwasi. 5 accords de coopération ont été signés entre le Congo et la Côte d'Ivoire. L'essence de ce forum est le partage des idées innovantes pour la croissance économique ivoiro-congolais. Reportage Séverin Tchatchoua, Gérard Richard, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. À l'initiative de l'ambassade ivoirienne au Congo, la Côte d'Ivoire et le Congo renforcent de nouveau leurs liens d'amitié, main dans la main autour d'un forum économique Côte d'Ivoire-Congo. Ce forum constitue une véritable occasion de rapprochement. Il met en évidence les opportunités économiques, culturelles et touristiques qui favorisent le rapprochement des structures étatiques et des acteurs économiques de la Côte d'Ivoire et du Congo. Si au Congo, ici, l'accent est mis sur le pétrole, nous avons des acteurs du secteur privé ivoirien qui sont intéressés et qui exercent déjà et donc qui vont développer cet aspect ici et que des partenariats à ce niveau soient tissés et que nous puissions créer ensemble des entreprises où nous avons un actionnariat diversifié. Le Congo est le 3e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Avec son vaste massif forestier tropical, il offre de nombreuses opportunités d'affaires. Le Congo est un pays producteur de pétrole, aujourd'hui exportateur de gaz aussi, mais la Côte d'Ivoire aussi est rentrée dans la production du pétrole. Et donc une coopération sud-sud à ce niveau se développe déjà assez bien avec Petrosi et la Société nationale des pétroles du Congo. Donc nous allons dynamiser cette expertise. Dans cette collaboration, une attention particulière est accordée à l'agriculture. Nos deux chefs d'État se sont rencontrés à plusieurs reprises. Et leur vision, c'est d'aller à la transformation structurelle de nos économies, qui passe forcément par la transformation aussi de nos produits agricoles. Je crois qu'en étant ici, l'objectif, c'est de pouvoir échanger et de faire en sorte que chacun puisse se nourrir de la différence de l'autre. Le renforcement de la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et le Congo a été renforcé grâce à la signature de 5 accords de partenariat. La coupure du ruban et la visite des stands ont mis fin à ces cérémonies. Qu'est-ce que c'est beau de voir comme ça le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la République de Côte d'Ivoire, M. Kobenan-Kwasi Adjoubani, être et aller porter un tout petit peu le savoir ivoirien pour communier avec ses frères du Congo-Brazzaville. Pas de repos. Après le Congo, c'est aux côtés de son homologue ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Kobenan-Kwasi Adjoubani, a présenté les projets agricoles réalisés dans la région du Tchologo le 7 novembre 2024 à Kong, à l'occasion de la 11e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée, en sigle JAD. Selon le ministre d'État, la mise en œuvre de ces projets dans la région du Tchologo se présente comme suit en 2024. Au titre du projet d'appui au programme social du gouvernement, en sigle PAPS-Gouv, 250 hectares de cultures maraîchères ont été emblavés pour une production de 3 823 tonnes de tomates, de piments, d'aubergines et d'oignons. De même, 290 hectares de plantations de manioc ont été réalisés pour une production de 34 480 tonnes de manioc frais, ainsi qu'une usine de transformation du manioc en atiéké et autres produits dérivés installés à Ferkessédougou. Pour le secteur d'appui au développement du secteur vivrier, 334 hectares de tomates, de piments, d'aubergines, de gombo et d'oignons réalisés pour une production de 5010 tonnes de produits maraîchers. En ce qui concerne le programme d'appui à la sécurité alimentaire, les appuis directs aux producteurs ont couvert 440 hectares de maraîchers pour une production de 6600 tonnes de produits maraîchers.
Pour ce qui est du programme de production alimentaire d'urgence de semences de riz, pour couvrir 5 937,5 hectares et les semences de maïs pour 24 601 hectares ont été distribués à 17 490 bénéficiaires. Ces appuis ont permis la production de 18 369 tonnes de riz et 61 503 tonnes de maïs. Le ministre d'État a annoncé le démarrage des activités de l'agropole du Nord, qui couvre les régions de la Bagoué, du Hambal, du Poro et du Tchologo dès 2025. C'est avec cette information que nous passons tout de suite à notre grand format. Dans ce grand format, il est très important, je le disais tantôt, de mettre aux yeux du monde ce que fait le gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour sa jeunesse, personne n'est laissé en marge. Personne n'est exclu. Même ceux qui se sont mis en marche des études ont toujours une deuxième, une troisième, une quatrième chance. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, à travers le PJGouv, le programme Jeunesse de Gouvernement, apporte de l'aide consistante à tous les jeunes Ivoiriens, à travers leurs projets. Nos équipes de CNN ont décidé dans ce grand format d'aller à la rencontre des jeunes, à la rencontre des populations, pour savoir ce qu'ils pensent de cet apport consistant du gouvernement pour les aider à décoller, à éclore et à avoir aussi le bonheur dans ce quinquennat politique où le président a mis un accent sur la solidarité. Vous verrez ce que pensent les Ivoiriens à travers cet apport consistant du gouvernement par le financement des projets jeunes. Mes impressions sur le projet de la jeunesse financé par le gouvernement, c'est une bonne approche. Voilà, parce que aujourd'hui, vous savez que la jeunesse aujourd'hui est beaucoup, je peux dire que on a beaucoup de jeunes diplômés. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont là, qui ne travaillent pas. Donc aujourd'hui, si l'État met cela en place, avec ce qu'ils ont fait, je pense que ça a pu aider beaucoup de jeunes. En tout cas, moi-même, j'ai des exemples palpables. Voilà, j'ai des amis, j'ai des frères aussi qui ont bénéficié de ce financement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça leur permet de s'occuper de leur famille. Donc je pense que ce financement est bienvenu. Et j'aimerais demander à l'État même de toujours continuer à vraiment aider cette jeunesse par rapport à leur manière de voir les choses. J'aimerais d'abord remercier le président de la République pour ce geste en faveur de la jeunesse. Et je pense que ça doit toujours continuer ainsi. Ça ne se voit pas comme ça. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, je peux dire même que c'est la première fois même qu'on voit ça de manière factuelle. Et que on voit vraiment ces jeunes-là vraiment en bénéficier. Voilà, donc on devait le remercier et on devait demander d'augmenter ça l'année prochaine. Voilà, et de toujours continuer à aider vraiment les jeunes. Par rapport aux écoles d'excellence, je peux dire qu'aujourd'hui l'État doit vraiment promouvoir cela. Voilà, parce qu'aujourd'hui, faire l'excellence, aujourd'hui permet aux élèves vraiment de ne pas penser seulement que c'est dans le négatif qu'on réussit dans la vie. Voilà, il y a plusieurs opportunités de réussir et il faut se battre et c'est l'école et c'est être parmi les meilleurs. Et je pense que l'État doit toujours le promouvoir pour que ça soit vraiment quelque chose qui doit être continuel pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Mes impressions sur le financement des jeunes, bon, pour moi c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de penser aux jeunes Ivoiriens parce qu'il y a beaucoup qui étaient au chômage, il y a d'autres même qui sont diplômés, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur diplôme. Il y a beaucoup aussi qui n'ont pas de diplôme, qui sont là, mais ils sont des jeunes. Donc en fonction de ça, peut-être que ça va aider beaucoup de jeunes Ivoiriens à pouvoir sortir de beaucoup de difficultés. Tout d'abord, remercier le président, c'est déjà la première des choses. Et puis on espère qu'il y aura encore d'autres surprises pour d'autres jeunes qui n'ont pas eu de chance. C'est très bien d'avoir pensé aussi aux enfants, surtout les enfants de nos petits frères. C'est très bien. Et puis du moment que c'est gratuit encore, c'est encore une occasion pour les parents de profiter pour ne pas avoir trop de charges, vu qu'il y a trop de dépenses, ça devient devenir cher. Donc ce qu'ils ont décidé pour les enfants, c'est très bien. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour son geste. En tout cas, qu'il a fait vis-à-vis de la jeunesse. En tout cas, je lui dis encore merci. C'est déjà bon si le gouvernement donne des sommes aux personnes pour pouvoir faire leur entreprise. Je pense que c'est déjà bon. Ça va permettre
moins de chômage. Beaucoup de nos jeunes étudiants aujourd'hui adhèrent, à ce financement-là pour pouvoir s'épanouir. Voilà, pour pouvoir s'épanouir. Je trouve que c'est un très bon projet. Je remercie le gouvernement pour cet acte-là qui est vraiment louable. Les écoles d'excellence pour nos enfants, pour les jeunes élèves, et puis les écoles primaires gratuites, vraiment, nous tenons à remercier le gouvernement pour ce travail. Voilà, on remercie beaucoup le gouvernement. Ça permet aux jeunes de s'entreprendre et ça permet aux jeunes aussi de pouvoir de faire des activités. C'est une bonne chose. Moi, je suis d'accord pour ça et on s'est encouragé. Je peux dire au président de continuer comme ça. C'est une bonne chose. Ça permet aux enfants excellents de pouvoir fréquenter les bonnes écoles et pouvoir sortir des élites dans ce pays. Alors que s'il n'y a pas d'école d'excellence, les enfants n'ont pas cette chance-là de pouvoir exceller. Donc je pense que c'est une bonne chose. On doit encourager le président dans ce système-là. Je voudrais saluer cette initiative parce que c'est une très bonne initiative d'ailleurs et nous remercions Dieu qui a pu inspirer cela au gouvernement et cela permettra de pouvoir diminuer le taux de chômage et aussi aider les jeunes à entreprendre. En ce qui concerne les écoles d'excellence, pour les primaires, gratuits pour les primaires et les lycées, pour former les élèves de Côte d'Ivoire, je crois que c'est une très bonne idée, une très bonne initiative qui permettra à la nation d'avoir des cerveaux, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se développer sans l'éducation. Voilà, quand les enfants d'un pays, la jeunesse d'un pays est bien formée, je crois que cela permettra d'avoir un grand pays, un pays bien bâti, parce qu'il faut des intelligents. Et si le gouvernement a pris cette initiative, nous ne faisons que leur dire merci, 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 merci. Ça a été au moins une chance pour les jeunes qui ont beaucoup de projets et ça a diminué le taux de chômage. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de pouvoir avoir cette aide pour financer notre projet. Bon, je dis merci au président et qu'il continue comme ça. On va le voter. Déjà, je remercie le gouvernement d'avoir financé ce projet parce que ça permettra aux étudiants, déjà certains étudiants qui ont fait des mauvais choix de filière, de pouvoir s'en sortir en travaillant par eux-mêmes, de pouvoir établir des projets, que ce soit de la vente ou dans l'entrepreneuriat, pour déjà combler ce vide-là qu'il y a eu avec le mauvais choix de formation. Tout d'abord, je remercie le gouvernement d'avoir financé nos projets. Et nos projets de la jeunesse, ça pourrait éviter le chômage pour nous les jeunes. Au président, c'est bien de penser aux jeunes, à nous les jeunes, pour ceux qui n'ont pas de travail, de penser un peu à eux et ça pourrait leur éviter plein d'autres, le vol, quel que soit, et d'autres d'ailleurs. Mes impressions sur l'école d'excellence primaire et lycéenne, moi je pense que c'est une très bonne initiative. Déjà nous sommes ravis que ça soit gratuit parce qu'ils vont former nos petits frères, nos amis gratuitement. Et la formation là, ça peut les aider plus tard. Je remercie le gouvernement pour le projet qu'il a financé pour la jeunesse ivoirienne. Vraiment je suis trop ravi pour le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se retrouve. Ce n'était pas facile, mais maintenant qu'on se retrouve, vraiment, une félicitation. Mais il ne faudrait pas qu'ils baissent les bras pour qu'on revienne en arrière. Merci le gouvernement d'avoir financé le projet de la jeunesse. Voilà, pour ma part, je pense que c'est une très belle initiative. Ça va permettre aux jeunes aussi de se découvrir, voilà, de s'adonner, voilà, pour que voilà, on puisse diminuer, voilà, les jeunes puissent être bien encadrés, de sorte qu'eux aussi ils seront un peu plus responsables. Voilà, parce que si le gouvernement enchaîne ce genre d'initiative, ça va leur permettre aussi d'être plus professionnels et plus encadrés et d'éviter beaucoup de messes. Je pense que c'est aussi une bonne chose. C'est aussi une bonne chose, ça va vraiment aider les parents d'élèves, ça va aider aussi les jeunes. Quand c'est comme ça, on aura le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire qui va s'élever. Et effectivement, ça va permettre aussi à beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes aussi d'être bien encadrés, d'être bien éduqués également.
Déjà, on remercie le président pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait, continue de faire et pour tout ce qu'il fera. C'est déjà bon, donc on va toujours espérer également que le projet puisse s'étendre sur une grande envergure et que les personnes qui font cela également, qui continuent de toujours bien le faire. Certes, peut-être que le projet n'arrive pas à atteindre une grande personne, tout le monde ne bénéficie pas de cela et d'autres vont croire que ce n'est pas de la réalité. Mais ceux qui en bénéficient et pourront l'attester que c'est déjà bon. Donc on remercie, on espère que les choses se feront de la plus grande crédibilité et puis avec l'impartialité. Bon, déjà, parlant de l'école d'excellence, c'est déjà bon. Du fait qu'il y a plusieurs écoles également qui naissent, c'est déjà une très bonne chose. Comme on le dit, la meilleure des choses, c'est l'éducation. Quand l'éducation est bonne, le pays prospère. Et parlant de l'excellence, c'est déjà bon. Cela va motiver les étudiants et les élèves à pouvoir mieux travailler, à pouvoir s'impliquer également dans les études. Donc en arrière-plan également, il faut penser également au cadrage, essayer de cadrer les gens depuis le bas âge, donner de la motivation aux gens concernant l'école, leur permettre de se fixer des objectifs. Et il ne faudrait pas également que le côté éducatif se limite uniquement à la moyenne que les élèves ou les étudiants obtiennent. C'est un ministre jeune, c'est ce que nous désirons avoir dans chaque gouvernement. Et puis aussi, il est beaucoup attentif aux cours de la jeunesse. C'est ce qui me plaît beaucoup. Aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de faire, on peut, en faveur de la jeunesse, c'est une bonne idée. Pour que la jeunesse ne soit pas délaissée comme ça. Aussi emprunter la voie du désert comme on entend un peu partout. Ce qui concerne PGGouv, c'est une bonne initiative. Parce qu'aujourd'hui, chaque jeune adhère à un projet. Parce que chaque jeune veut lui-même être autonome. PGGouv est bienvenu. Voilà, ça permet à chaque jeune de prendre son projet et aussi être financé à hauteur de son projet. Et puis aussi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est non remboursable. Ça permettra aux jeunes aussi de pouvoir atteindre leur objectif et de se prendre en charge. Et aussi permettre aussi à des jeunes d'être aussi embauchés et puis réduire aussi le chômage au niveau de la vie sociale. L'école, c'est l'avenir. Vive la Côte d'Ivoire. C'est terminé pour ce programme hebdomadaire. Et n'oubliez pas les rediffusions ccnntv.ci. Et si vous avez besoin de voir d'informations en continu 24h/24, www.ciwebinfo.net et vous cliquez à la rubrique Replay. Vous avez l'information en direct non-stop 24h/24. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous remerciant, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Je suis Constieka. Au revoir.